Habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bloodcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Siméon. Siméon est kinésithérapeute au centre hospitalier de Lille. Travaillant habituellement dans un service d'orthopédie septique, il est venu spontanément sur une initiative personnelle venir en renfort pour l'unité Covid. Siméon, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien Guillaume, merci. Est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de toi dans un premier temps ? Alors, j'ai 25 ans. J'ai fait mes études en Belgique à l'Université catholique de Louvain il y a 2 ans et demi. Ok. Alors, j'ai travaillé un petit peu en tant qu'indépendant en Belgique. Et puis là, je suis depuis un peu plus d'1 an en orthopédie traumatologie ici à Salengro, donc dans le CHU de Lille. Ce qui m'a amené vers la kinésithérapie au départ, c'est une passion pour les exercices. Et je voulais y donner un sens. Donc c'est ce qui m'a conduit vers la kiné. Ok. Donc le métier de kinésithérapeute, est-ce que tu peux l'expliquer rapidement ? Parce que c'est particulier, toi tu n'es pas en libéral, donc tu n'es pas en cabinet, tu travailles à l'hôpital. Est-ce que tu nous expliques un peu ton travail à l'hôpital du coup ? D'accord. Alors, on reste particulièrement intégré à une chaîne de travail multidisciplinaire. Donc, on a les consignes par prescription en amont. On essaye de communiquer avec l'équipe. Donc, ça, c'est un rôle important à l'hôpital. On est intégré à une chaîne de travail avec les collègues infirmiers, aides-soignants. Il faut vraiment essayer de réussir à un petit peu jouer collectif au profit du patient. Puis, on a en amont les chirurgiens qui nous mettent leurs prescriptions d'habitude. Donc voilà, on a des consignes et on a aussi de l'information à relayer. Donc on essaye de diffuser un regard qui est surtout basé du coup sur le mouvement. Donc on utilise le mouvement comme source de thérapeutique. C'est ça, à la fois dans nos bilans, dans nos traitements, aussi pour définir nos objectifs. Donc pour les objectifs, par exemple, l'autonomie du patient. Sur la marche après une chirurgie de hanche ou de genou, par exemple. Vraiment essayer de sensibiliser le patient aussi à ces préoccupations-là, ce regard-là. Ok. Du coup, la question qui découle de ça, donc habituellement tu travailles dans un service de traumatologie septique, donc pour nos auditeurs on va le faire simple, mais c'est des gens qui cassent des membres ou cassent des os et pour lesquels il y a des complications infectieuses qui surviennent de manière inopinée. Donc toi, tu es amené à travailler dans ce milieu-là habituellement ? Notamment, et aussi de la chirurgie orthopédique, donc c'est tout simplement des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des problèmes articulaires au niveau des genoux ou des hanches et qui ont besoin soit d'un resurfaçage, soit de carrément changer l'articulation. D'accord, resurfaçage, si on renettoie un peu l'articulation, on la remet au propre et on remet une prothèse dessus pour ceux qui ne sont pas du milieu et qui ne connaissent pas ce truc-là. Ok. Merci pour ces précisions. Moi, du coup, la deuxième question qui vient dans cette continuité, c'est pourquoi t'es venu l'idée de venir en réanimation en renfort à cause du Covid ? Alors, déjà, il y a eu un appel général pour prêter main forte à s'inscrire en tant que volontaire. On a reçu des mails. Je pense que tous les professionnels du CHU ont reçu des mails. Et à mon niveau, en fait, quand j'ai contacté mon cadre... il n'y avait pas forcément de besoin à ce moment-là, mais du coup je suis resté un peu disponible. Puis à un moment il m'a recontacté en disant voilà, il y a un besoin dans le service de réanimation de l'hôpital, est-ce que tu peux te joindre à l'équipe ? Du coup j'ai dit oui, tout simplement. Qu'est-ce que le Covid a changé ou t'a apporté professionnellement ? Qu'est-ce que tu as découvert dans ta pratique par rapport à ta pratique habituelle ? Donc déjà ça m'a fait pas mal changer de climat en fait de travail. Climat de la réa, c'est beaucoup plus soudé parce qu'on est vraiment plus ensemble en fait. Non seulement ça oblige de jouer un peu plus collectif, et en plus du coup moi comme j'étais un peu nouveau, je débarquais complètement, j'avais mes soins que je maîtrisais, mais il y a tout le côté du tableau clinique du patient, de la situation du patient qu'il fallait éclaircir pour moi. Et grâce à ce côté collectif, en fait, j'ai pu sécuriser ma vision du patient, sécuriser ma prise en charge, en fait.
et je me suis senti beaucoup plus libre d'agir. Donc ça, c'est une des grandes choses que ça t'a apporté professionnellement. C'est ça, le côté mais aussi instructif du coup. D'accord. Ouais, ça t'a appris des nouvelles choses, des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. Et sur le plan du relationnel au patient aussi, voilà, observer des personnes quand même qui ont besoin de montrer beaucoup de courage ou aussi un peu marquées quand même par l'importance du soutien des familles à travers par exemple simplement des photos ou des appels vidéo, tout ça, on se rend compte qu'il y a quand même une dimension forte du soutien familial dans ce genre de situation. En réanimation. C'est que ça. tu n'avais pas l'habitude de voir en traumatologie septique. Pas vraiment. Pas vraiment, ok. Très bien, mais écoute, c'est très intéressant. Alors du coup, le thème de cette émission, on l'avait fixé un petit peu ensemble. On avait dit qu'on parlerait du mouvement et de l'art du mouvement, et en quoi finalement le mouvement s'inscrit comme quelque chose d'important, même chez des patients en réanimation. Ça s'inscrit dans une dynamique globale qui est de maintenir, on va dire, le niveau de mobilité antérieure du patient, dans le contexte où il est quand même mis dans le coma, sédaté pendant très longtemps, où il ne bouge plus, il reste alité pendant très longtemps, et on va parler de pourquoi et en quoi c'est extrêmement important. Du coup, toi, en tant que kinésithérapeute, quel regard tu portes sur les patients atteints du Covid ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur prise en charge, toi, en tant que kinésithérapeute ? Déjà, en fait, à la base, quand je suis en orthopédie traumatologie, on se rend vraiment compte que le mouvement, c'est l'autonomie. En fait, une de nos premières préoccupations, c'est de remettre le patient en mouvement pour qu'il ait plus d'autonomie. Et en fait, ici, du coup, je vois le patient sédaté, souvent, donc qui n'est pas conscient, qui ne peut pas bouger. Et en fait, il y a toute une série de choses à faire, à surveiller pour déjà protéger cette capacité à bouger. Et puis, dès que les sédations sont levées, aider le patient à rebouger au plus tôt pour en fait aller directement vers l'autonomie et donc vers la qualité de vie. C'est vraiment il y a un lien assez direct en fait entre le mouvement, l'autonomie et donc la qualité de vie de la personne. D'accord. Il y a un côté d'autonomie à préserver. C'est pas parce que les patients ne bougent plus que après il faut anticiper le fait qu'il va falloir un jour qu'ils rebougent. Et d'ailleurs, en fait, je pense que c'est aussi un message un peu particulier à notre profession, c'est que du coup, on les aide dès qu'ils sont conscients et qu'on peut communiquer, bien sûr, mais on les aide à se projeter dans l'après-réanimation, parce qu'en fait, on les fait renouer, on les aide à renouer avec les gestes fonctionnels qu'ils avaient perdus, enfin, ou en tout cas qui doivent se réapproprier. Ouais, qui doivent se réapproprier parce qu'ils sont factuellement en train de les perdre à cause d'un autre phénomène, qui est un phénomène infectieux respiratoire grave, qui les conduit à être sédatés lourdement, parfois même curarisés. Donc le curare, c'est le fameux médicament pour paralyser les muscles. Donc ça n'aide pas non plus après pour la récupération. Donc toi, ton objectif dans l'inscription du mouvement, c'est de préserver cette autonomie musculaire en les aidant au quotidien à bouger. Tout à fait. Et je pense que une des particularités aussi de notre prise en charge, c'est que elle se rend souvent accessible aux patients à la compréhension. C'est-à-dire que quand le patient est curarisé, quand il y a des médicaments qui agissent sur lui, il ne comprend pas tout forcément. Alors que sur le plan du mouvement, c'est beaucoup plus facile d'expliquer au patient ce qu'on fait et du coup de lui donner une emprise un peu sur la situation en lui disant voilà, on travaille le contrôle de la main, vous pouvez le faire aussi. Et souvent les patients comprennent ça et du coup s'en saisissent pour... Oui, à terme, effectivement, quand on les réveille, au fur et à mesure, ils redeviennent conscients du mouvement, ils redeviennent conscients qu'ils ont une capacité à bouger, à se mobiliser, à effectuer du mouvement, même élémentaire. Et du coup, c'est là où toi, tu interviens et facilites un petit peu les choses. C'est ça. En fait, tu permets aux patients de se réapproprier leur corps. C'est un peu ça, et du coup, c'est vrai que ça crée une relation assez particulière avec le patient. Du coup, c'est peut-être... Ouais, c'est très intéressant, Siméon. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi ton métier, on peut l'assimiler à un art finalement ? Alors, c'est une question qui m'a pas mal fait réfléchir, parce que ma mère est artiste, en fait. D'accord. Et alors, du coup, de par sa pratique artistique, j'ai toujours vu l'art comme quelque chose qui est très créatif, qui touche un peu à tout, et donc assimiler la kiné à un art sur ce plan-là, c'était un peu délicat parce que la kiné est quand même quelque chose avant tout assez scientifique. Après, il y a quand même beaucoup de composantes. L'art, c'est peut-être l'art d'adapter ce qu'on a à faire à la personne.
D'accord. Vraiment, enfin, c'est plus dans la relation humaine, mais c'est un peu l'art de rejoindre la personne dans ce qui va la motiver, dans le plus flagrant, c'est pas forcément le contexte agréable, par exemple, c'est avec les enfants, leur créer ça sous forme de jeu. Pareil pour une personne âgée, lui créer une gymnastique, mais qui va lui plaire, par exemple. D'accord. Ou qu'elle va en fait peut-être faire par elle-même. Ça, c'est un peu l'objectif, quoi. T'as essayé, avec les patients qu'on a nous en réanimation, d'essayer de trouver justement un côté ludique chez les patients pour qu'ils se remobilisent, ou t'as tenté des trucs de ce Oui, côté-là? tout à fait. Une personne âgée, par exemple, essayer de faire des exercices un petit peu inspirés d'exercices de danse classique, par exemple, que j'avais trouvé. Enfin, voilà, il faut être un peu curieux, en fait, parce que des fois, on se rend compte que nous, on doit travailler des objectifs tels que l'équilibre. Et en fait, il y a des danseurs, des sportifs qui travaillent aussi ce genre de compétences. Et donc, s'inspirer un petit peu, alors en adaptant, bien sûr, de leur entraînement, de leur travail pour l'adapter et en faire quelque chose de plus sympa pour un patient, c'est quelque chose... alors ça marche pas à tous les coups, mais quand ça fonctionne, c'est assez sympa à faire. Ok, super. Dernière petite question pour toi avant de terminer sur les fameuses questions cash que tu connais. C'est quoi ton quotidien en dehors de l'hôpital actuellement? Alors concrètement, je vais en vélo parce qu'il n'y a plus de transport en commun et Ok. j'habite à 40 minutes de vélo d'ici. Et en fait, même je roulais principalement avec le vélo de ma femme de quand elle avait 13 ans. Donc voilà, j'étais dans une situation un petit peu fatigante. Et du coup, ça m'a... Voilà, mais sinon, pour le reste, ça se passe... elle est en télétravail, donc quand on rentre, en fait, c'est un peu comme une journée de travail, on va dire, habituelle. Hein. J'ai même les mêmes horaires que d'habitude, peut-être un peu plus fatigant parce qu'il y a l'adaptation. Ouais. Tu es quand même plus préoccupé par la qualité des soins. Il y a quand même des connaissances faut s'adapter intellectuellement aussi à ce qui se passe. Et donc ça demande peut-être plus d'efforts, mais sinon, pour le reste... voilà. Et il y a la distance aux familles aussi, qui m'ont plus fait découvrir les moyens de communication à distance. Et ça, c'est quand même un plus parce que ma famille est en Belgique. Étrangement, parfois, je passe plus d'appels à mes proches et ma famille qu'avant. Donc Ok. ça, c'est un gros point positif. Un gros point positif. Ok, super. Eh bien écoute, c'est maintenant l'heure des questions cash. Donc on y va pour la première. Alors Siméon, selon ton expérience, quel élément positif ressortira de cette crise du Covid-19? J'avais vraiment envie de sélectionner le fait que l'impression que j'ai du monde en général, c'est qu'on est de plus en plus tourné vers la rentabilité, la performance, la croissance, et qu'on s'est vraiment en fait tous arrêtés pour protéger la santé de certaines personnes. Même si, voilà, on s'est sentis tous en danger, mais il y a vraiment ce côté que, en fait, on s'est mis en pause en se disant, mais on n'est pas dans la productivité à tout prix. Et ça, je trouve, enfin, à mon sens, c'est assez, c'est un peu rare en fait. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, va peut-être marquer les gens. D'accord. Donc pour résumer, c'est l'arrêt de la productivité. L'arrêt de la productivité parce qu'il y avait une raison de solidarité, un besoin de solidarité. Un besoin de quoi. solidarité. Ok, très bien. Quelle a été ta technique de décompression pendant le confinement? Parce que nous, au moment où je t'interviewe, on est en phase de déconfinement très précoce. Mais quelle a été ta technique de décompression pendant le confinement? Alors déjà, me calmer sportivement parce que du coup, j'avais envie de faire de l'intermittent sur mes trajets de vélo pour rentabiliser et tout. Donc là, j'ai dû me calmer. Ce qui m'a fait le plus de bien et ce qui m'a aidé le plus à décompresser, c'était simplement de passer des appels à la famille, de prendre des temps sociaux en fait, des temps relationnels avec les gens. Ok. Est-ce que tu peux nous recommander un livre que tu as parcouru pendant le confinement? Alors pendant le confinement, comme j'étais fort fatigué, j'ai eu des livres sur la récupération active et sur la nutrition pour optimiser. Et t'as un auteur à nous donner, une orientation? Alors c'est Michael Gundil, mais c'est un auteur qui est plus axé musculation. Donc je pense que ses ouvrages vont pas forcément rejoindre tout le monde, du moins à la couverture. Par contre, je trouve qu'il est très bien structuré sur le plan de l'analyse de l'analyse scientifique. Ok. Voilà. Michael Goldin. Et le titre du livre, c'est Oui, c'est ça, la complémentation nutritionnelle pour les sportifs. Complémentation nutritionnelle pour les sportifs de Michael Gundil. Un C'est truc ça? comme ça. Ouais. Ok. Enfin, dernière question. Une musique ou un artiste qui décrit bien la situation? Alors du coup, moi j'avais choisi Hans Zimmer, la musique Time, qui est la musique du film Inception. Inception. Merci. Voilà, tout simplement parce que voilà, c'est peut-être la musique quand je vois le patient, cette espèce
grandes tempêtes qu'il traverse, en fait, voilà, ça m'évoquait un petit peu ça, sur le plan musical. Super. Mais écoute Siméon, merci, un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview, c'était très intéressant. Merci beaucoup Guillaume pour l'opportunité de discuter avec nous. Et puis, pour la remise en question aussi. Honnêtement, c'était très intéressant. Parfait. Merci beaucoup nos auditeurs qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux. On espère que vous avez apprécié cette interview et le format de ce podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblogcast@gmail.com et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram.